Commençons par préciser les termes du sujet. Deux mots doivent retenir ici notre attention. D'abord, et évidemment, celui de classe sociale. Trois idées, je crois, sont importantes ici. Une classe sociale, c'est d'abord un groupe, c'est un collectif. L'appartenance à ce groupe, deuxième idée, renvoie au partage de propriétés ou de pratiques communes qui peuvent relever de sphères de la vie sociale très différentes. Être riche ou pauvre, être travailleur ou propriétaire des moyens de production, lire beaucoup ou peu, écouter du rap ou écouter du quatuor à cordes. Enfin, troisième idée, les membres d'une classe sociale peuvent avoir conscience de lui appartenir ou pas. Ce troisième trait, qui est au principe de la distinction qu'opère Marx entre les classes en soi et les classes pour soi, dans un vocabulaire hegelien passablement opaque, cette distinction donc est importante parce qu'elle est au cœur du premier document qui nous est proposé dans le sujet. Le deuxième terme sur lequel il faut s'arrêter est celui plus délicat, moins défini, de brouillage. Derrière la notion de brouillage, il y a en fait une proposition historique qu'il va évidemment falloir discuter. C'est l'idée selon laquelle les distinctions entre les classes sociales auraient été tranchées et qu'aujourd'hui elles ne le seraient plus. Le sujet a donc une dimension diachronique qu'il faut bien prendre en compte, comme on le voit dans plusieurs documents qui proposent un recul historique de plusieurs décennies. Mais que peut désigner l'idée d'un brouillage ? Une première manière de comprendre cette idée est assez intuitive. Elle reviendrait à dire que les différentes classes auraient désormais tendance à se confondre dans un vaste continuum, dans un ensemble unique. S'il n'y avait pas les documents, on pourrait se contenter de cette première idée, qui est déjà assez complexe à discuter. Mais les documents nous invitent à ajouter une deuxième dimension, en insistant sur d'autres grands principes de partition du monde social, qui, à côté et en plus de l'appartenance de classe, peuvent éclairer le fonctionnement du monde social. Ces clivages, ce sont les clivages qui sont liés à l'âge ou aux générations et les clivages qui sont liés au genre. On voit donc poindre une autre hypothèse derrière cette idée de brouillage, implicite et elle aussi assez complexe. Si les frontières entre les classes se brouillent, c'est qu'au sein même des classes, des clivages au moins aussi forts se font jour entre les jeunes et les vieux, bourgeois ou prolétaires, par exemple, ou entre les hommes et les femmes, bourgeoises ou prolétaires. L'idée que je souhaite défendre, la problématique, comme on dit, est la suivante. C'est l'idée selon laquelle les classes sociales ont été profondément recomposées au cours des dernières décennies, mais qu'elles n'ont pas disparu. Une première idée à défendre, qui pourrait organiser une première partie, est celle que les classes sociales ont connu au cours des dernières décennies une très profonde recomposition. Cette idée, je voudrais la défendre autour de deux principaux constats. D'abord, et ici le document 3 est fondamental, certaines catégories sociales disparaissent ou sont profondément recomposées. C'est le cas des agriculteurs exploitants, dont la part dans la population active s'effondre. Mais c'est aussi, dans une moindre mesure, le cas des indépendants, qui sans disparaître entièrement sont en net retrait. L'évolution qui touche les catégories populaires est plus complexe. D'un côté, la part des ouvriers se rétracte, mais de l'autre, celle des employés augmente. Toute la question, qui est très discutée, et les développements de la dissertation doivent permettre d'exposer les termes de cette discussion, est donc celle de savoir si les employés relèvent des classes moyennes ou des classes populaires. Quoi qu'il en soit, l'appartenance de classe demeure structurante sur les pratiques culturelles, comme en témoigne par exemple le document 2, mais d'autres exemples peuvent être mobilisés bien sûr. Le fait d'appartenir à telle ou telle classe sociale détermine toujours nos comportements. Le deuxième constat qu'il faut avancer dans cette première partie a trait à une question fondamentale pour discuter de l'existence ou non des classes sociales, celle des inégalités de revenus. Quelques points fondamentaux doivent être rappelés. D'abord, le fait que les inégalités économiques en France restent relativement contenues si l'on exclut ce qui se joue aux extrêmes de la hiérarchie sociale. Ensuite, et si l'on regarde au contraire ce qui se joue tout en haut de la hiérarchie des revenus, alors on assiste à une explosion des très hauts revenus qui sont très médiatisés, ceux des financiers ou des très grands patrons par exemple. Cette recomposition de l'espace des classes sociales en redessine les contours, mais elle ne les fait pas disparaître. Aux partitions de classe s'ajoutent cependant d'autres clivages qui peuvent nuancer, contredire ou complexifier les effets attachés à l'appartenance de classe. Ce sont les clivages de genre et les clivages liés à l'âge. C'est la deuxième partie. Attention, il ne faut pas ici proposer un inventaire à la Prévert de toutes les dimensions sur lesquelles les clivages d'âge, de génération ou de genre peuvent jouer. Il faut discuter la question suivante qui est une question précise. Ces clivages segmentent-ils les classes au point de les faire disparaître ?
On peut mener cette discussion en traitant d'abord les enjeux liés à l'âge, en distinguant bien ici les effets d'âge et les effets de génération, et ensuite, dans une deuxième sous-partie, les effets liés au genre. La recomposition des contours des classes sociales. Savoir ces classes sociales traversées de clivages parfois très structurants permet enfin, c'est la troisième partie, de comprendre pourquoi, en dépit de leur persistance, les classes sociales existent de moins en moins dans l'esprit de ceux qui en sont membres. Les recompositions qui affectent les catégories sociales, les ouvriers, les employés, les agriculteurs, les indépendants, remodèlent des couches de la population dont les identités étaient souvent très fortes, construites autour de modes de vie et d'institutions politiques et syndicales. Les identités et les sentiments d'appartenance culturels et politiques ne relèvent plus par ailleurs de la seule appartenance de classe, mais aussi de l'appartenance à une classe d'âge ou à une catégorie de genre. On peut alors conclure, en reprenant la distinction classe en soi, classe pour soi, en faisant valoir que les frontières des classes pour soi, sans aucun doute, se brouillent. Les acteurs sociaux définissent de moins en moins leur identité comme une identité de classe. Mais les classes en soi, fondées sur des communautés de positions et de pratiques, sont loin d'avoir disparu. Et il n'est pas impossible de défendre que c'est lorsqu'on les ignore, et non lorsqu'on en a connaissance, que les déterminismes sociaux exercent sur nous leur emprise la plus forte.